Hop. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous avons assisté ces derniers jours à un véritable concert de louanges à propos de nos hommes politiques européens pour l'accord européen qu'ils ont finalement conclu à propos du plan Corona. Et comme d'habitude, on se réjouit de ce qu'on appelle cette avancée dans la construction européenne. C'est assez étrange, la construction européenne. C'est un bizarre chantier où personne n'a jamais préparer des plans et où personne ne sait d'ailleurs très bien ce qu'on construit. En clair, les États se sont mis d'accord, en l'occurrence, pour dépenser un paquet de 1800 milliards d'euros. Je dis bien 1800 milliards d'euros, dont 750, ce sont ceux dont on parle le plus, dans le cadre d'un plan Corona qui a été imaginé en réalité par deux États dont la volonté hégémonique est permanente en Europe, la France et l'Allemagne. On reconnaîtra que l'idée de lancer un grand emprunt aujourd'hui, quand les taux d'intérêt sont historiquement bas, est tout à fait respectable sur le plan financier. Et en plus, l'idée de faire emprunter l'Union européenne rend le remboursement plus réaliste pour les créanciers que si c'était les véritables bénéficiaires essentiels de cet emprunt, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie, qui sont déjà surendettés, qui eux devaient emprunter tout ça. Mais je ne crois pas qu'il s'agit réellement d'un accord historique. C'est en réalité la suite en plus grand d'un même système européen qui est à la base du déclin de notre continent. Les Américains appellent cela le big government. Il faut sans cesse de plus en plus d'argent pour les pouvoirs publics. Alors évidemment, on se réjouit dans les États bénéficiaires. J'ai parlé essentiellement de l'Espagne et de l'Italie parce qu'on attend une manne qui va leur permettre de poursuivre leur politique habituelle dont on sait, il faut bien dire, qu'elle est en général clientéliste et démagogue. Prenons l'exemple du gouvernement socialo-communiste espagnol qui détient le record absolu, à peu de choses près, du chômage et qui va pouvoir augmenter ses distributions à sa clientèle électorale en se gardant bien de rénover son économie. Non, ce que ce gouvernement veut, c'est de distribuer des allocations sociales et d'augmenter le salaire minimum. Or, nous savons très bien que quand on augmente le salaire minimum, eh bien, invariablement, on envoie au chômage tous les gens dont le travail n'a pas la productivité suffisante pour qu'on leur paye le nouveau salaire minimum. L'Europe va donc finalement subventionner la hausse du chômage espagnol. C'est aussi, toujours en Espagne, financer des nouvelles nationalisations qui sont voulues par ce gouvernement d'extrême gauche. Et on sait très bien qu'en général, ce qu'on nationalise, c'est plutôt les canards boiteux. Mais c'est une bonne manière pour un tel gouvernement de placer des amis à des postes clés. Et ça, dans un pays, l'Espagne, où la corruption, il faut bien le reconnaître, est endémique. Elle a existé sous les gouvernements de droite, sous les gouvernements de gauche et même sous les gouvernements régionaux des nationalistes catalans, chaque fois avec de grands scandales. Et je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée que de continuer à subventionner des pays qui se sont comportés de cette manière-là. Et donc, chaque fois, ce qu'il s'agit, c'est d'attribuer encore plus d'argent à des personnes qui vont dépendre de l'État en plus grand nombre parce qu'il s'agira de les subventionner, de leur fournir des allocations et qu'il s'agisse de gouvernements d'ailleurs de droite ou de gauche, il s'agit toujours de gouvernements étatistes qui sont des partisans du système que j'ai décrit comme le big government. Et on croit qu'on va ouvrir une manne, cette manne qui va permettre de faire encore plus de dépenses publiques dans une Union européenne qui souffre déjà de ce mal-là. Même Angela Merkel l'a reconnu dans le passé. Le mal dont souffre l'Union européenne, ce sont les dépenses publiques et en particulier les dépenses sociales. Mais en plus, cette fois, il s'agit de faire encore davantage qu'auparavant une véritable redistribution entre les États. Sur les 750 milliards du plan Corona, il y en a 390 qui sont des subsides donc non remboursables. Ces États vont simplement encaisser cette somme, ils vont l'utiliser d'une manière qui sera plus ou moins contrôlée, mais qui ne devront jamais la rembourser.
Les 360 milliards restants, ce sont des crédits, mais des crédits qui seront accordés prioritairement à des États qui sont déjà très lourdement endettés. Donc, il n'est pas du tout certain que ces crédits seront remboursés. Or, c'est l'Union européenne, c'est-à-dire tous les États membres qui vont s'engager, et c'est l'Union européenne qui devra le rembourser. Et là, nous le voyons déjà aujourd'hui, il y a des États qui seront gagnants et des États qui seront perdants. C'est l'occasion de parler de notre petite Belgique. Et alors, d'après les premiers calculs, la Belgique, dans ce plan Corona, va payer 17 milliards et va en toucher 5. En d'autres termes, nous faisons des cadeaux à concurrence de 12 milliards. Et en plus de cela, la Belgique a accepté que sa contribution au budget de l'Union européenne augmente d'1 milliard par an. Alors, nous voyons que nous sommes un des pays dont les finances publiques sont les plus catastrophiques de l'Union européenne, et nous permettons de faire des cadeaux. Il faut lire ce qu'a écrit l'économiste flamand Geert Noels, qui nous dit nous avons des finances publiques qui sont dignes des États du sud de l'Europe, mais nous payons, nous faisons des cadeaux comme si nous étions un des États prospères du nord de l'Europe. Et là, il faut vraiment se demander, est-ce que nos ministres, ceux qui ont négocié cela, est-ce que ce sont vraiment les pires négociateurs du monde, ou est-ce que simplement ils ont été aveuglés par leur volonté de rendre service à Charles Michel et de lui offrir un succès avec cet accord? Et c'est très parlant de faire la comparaison entre la Belgique et son voisin du Nord, les Hollandais, qui se sont battus et qui, eux, ont quand même obtenu dans cet accord qui ne sert sans doute pas leurs intérêts, ils ont quand même obtenu une ristourne substantielle sur leur contribution au budget de l'Union européenne. Tout cela, eh bien, pour la Belgique, ça ne fera qu'aggraver un déficit budgétaire qui est déjà colossal, et tôt ou tard, est-ce que ce sera dans le prochain gouvernement qu'on nous prépare peut-être, ou plus tard encore, mais de toute façon, les emprunts d'aujourd'hui sont toujours les impôts de demain, et donc nous savons qu'un jour, nous aurons des impôts belges à payer en plus à cause de cet accord. Et en plus de tout cela, eh bien, la situation n'est pas meilleure au niveau européen, parce que là aussi, l'emprunt, il faudra le rembourser, et tout simplement, les 750 milliards d'euros, c'est tout de même une belle somme, il va falloir la rembourser, et on nous dit déjà qu'il faudra que l'Union européenne reçoive ce qu'on appelle pudiquement des ressources propres. Et ces ressources propres, eh bien, c'est clairement des impôts, et on s'en cache même à peine, il suffit de se référer aux déclarations d'Emmanuel Macron ce mardi soir, et il est clair que ce que l'on va faire, c'est augmenter les impôts en Europe. En plus des impôts que nous payons aux communes, aux provinces, aux régions et à l'État, nous aurons des impôts européens. Alors évidemment, on peut un instant écouter toujours Emmanuel Macron qui nous dit « mais ça, ces nouveaux impôts, ce ne seront pas les Français, ce ne seront pas les Européens qui vont le payer, ce seront d'autres ». Et là, désolé de le dire, mais c'est de la pure propagande, on ne peut pas envisager cela autrement. Les impôts dont on parle, eh bien, c'est d'abord une taxe sur les multinationales du numérique. Sous-entendu, on nous explique que ça va être payé par les Américains, donc vous voyez bien, les multinationales du numérique, en Europe, il n'y a pas grand-chose, donc ça sera payé par les Américains, par des étrangers. Pourquoi d'abord il n'y a pas grand-chose comme multinationales du numérique? C'est parce que malheureusement, dans un continent où il y a tellement de charges fiscales et sociales, eh bien, ce n'est pas très attrayant de créer de nouvelles grandes entreprises. Mais allons au bout du raisonnement. Ce que Macron ne dit pas, c'est ce qui va se passer lorsqu'on aura instauré, par exemple, une taxe de 1 ou de 2% sur toutes les ventes des fameuses GAFA, Google, Apple, Amazon, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on leur réclame une taxe sur leurs ventes, eh bien, elles vont simplement augmenter leur prix à concurrence de cette taxe. Et donc, qui va payer? Eh bien, c'est vous et moi lorsque nous achèterons un téléphone portable ou lorsque nous commanderons en ligne sur Amazon. Et donc, bien entendu, ce seront les consommateurs européens qui vont payer ces taxes qui vont jamais rester à la charge des fameuses GAFA.
La deuxième taxe que l'on envisage, ce n'est pas encore décidé, c'est une taxe carbone. Alors le raisonnement de Macron, c'est de nous dire il y a des endroits où on ne fait pas fort attention aux émissions de CO2. Ça peut par exemple être la Chine, où on ouvre une nouvelle centrale au charbon toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, et on nous explique qu'il y a toute l'incidence carbone, on va la faire payer sur les produits importés par les importateurs de produits venant de ces pays-là. Et donc précisément, eh bien, lorsque on achètera des produits qui proviennent de Chine, d'Inde ou d'autres pays qui seront taxés, eh bien, qui va payer? C'est évidemment ceux qui achètent, c'est-à-dire les consommateurs européens, qui vont payer plus cher. Le mécanisme sera exactement le même que pour les droits de douane. D'ailleurs, ce sont des droits de douane déguisés. Et donc là encore, c'est le consommateur européen qui va payer lors des importations. Et nous payerons une deuxième fois en plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on établit de nouveaux droits de douane, et ces taxes sur le CO2, ce sera exactement la même chose, eh bien, il y a toujours des rétorsions, il y a des répliques. Ça signifie que si on va instaurer une taxe sur certains produits chinois, la Chine va taxer des produits européens à due concurrence, et ce sera une grande difficulté pour les exportateurs européens que de parvenir à vendre en Chine plus tard. Et donc, ça sera du chômage en plus pour les entreprises européennes. Lorsqu'on veut sortir du libre-échange, on tombe toujours dans ce genre de difficultés. Alors non, il ne faut sûrement pas qualifier d'historique le résultat de ce sommet européen. Il n'y a rien de vraiment neuf, sauf un peu plus de ce que l'Europe connaît déjà, ce qui a fait de l'Europe un continent en déclin, d'énormes dépenses publiques, des États endettés qui veulent tout contrôler, des charges fiscales et sociales insupportables. Et ma conclusion, elle sera bien triste. L'Europe était déjà sur la mauvaise pente, et maintenant, oui, c'est vrai, elle fait un pas en avant, elle va glisser encore un peu plus bas. Je vous remercie.